J'enregistre. Ok, c'est parti. Donc voilà où on en était, où nous en étions la dernière fois. Bien, alors je vous avais rappelé, des choses qui étaient abordées, que j'avais abordées en cours de contrôle moteur. Des choses que j'avais abordées en cours de contrôle moteur l'an dernier. Donc, cette notion d'échelle, d'analyse, et cette notion qu'aux petites échelles, dans le fonctionnement biologique, il y a des contributions aléatoires, au hasard, qui perturbent le bon fonctionnement. Enfin, c'est exactement la bonne façon de faire, qui perturbent le fonctionnement du neurone. Donc, cette agitation moléculaire, cette agitation atomique, perturbe le fonctionnement des canaux ioniques et ça influence la production ou la non-production d'un potentiel d'action par le neurone. Ma langue a fourché et j'ai dit ça perturbe le bon fonctionnement du neurone. Ce n'est pas vrai. Ça perturbe le fonctionnement du neurone s'il fonctionnait sans aucune agitation moléculaire. Qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Les perturbations moléculaires qui agissent sur le fonctionnement et la génération ou pas de potentiel d'action par un neurone font partie du système biologique. Dans son développement très lent et très long développement, le système biologique qui aboutit à votre système nerveux a totalement incorporé ces perturbations aléatoires dans son fonctionnement pour s'adapter dans sa vie de tous les jours, dans son environnement. Donc il n'y a pas d'un côté un fonctionnement biologique sain et de l'autre une perturbation atomique qui vient perturber ce fonctionnement sain. Le fonctionnement à l'état naturel sain du système biologique inclut ici le système nerveux, inclut ces perturbations stochastiques. Il est totalement adapté. Il a grandi avec, il s'est développé avec, à l'échelle de l'être humain, et à l'échelle des espèces, le système biologique s'est développé avec ces perturbations. Par exemple, un exemple, c'est justement l'évolution à travers les espèces et la sélection naturelle à travers les espèces n'aurait pas eu lieu de la manière dont elle a eu lieu s'il n'y avait pas ça au niveau génétique, au niveau de l'expression des gènes, de la production des protéines. C'est un composant intrinsèque de la vie. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui vient altérer le fonctionnement biologique ou la vie. C'est quelque chose qui en fait partie, qui en est partie prenante. Quand je parle d'évolution des espèces, etc., s'il n'y avait pas une composante aléatoire dans le mélange génétique, dans la reproduction des mammifères, un composant aléatoire, nous, on ne serait pas là pour en parler. Il faut bien qu'il y ait un mélange aléatoire, un mélange au hasard, et cette composante qui agit à toutes les échelles dans la biologie, quels que soient les mécanismes biologiques, de façon plus ou moins importante, mais elle agit à tous les niveaux, cette contrainte, cette propriété est toujours là, elle a permis au système biologique d'évoluer avec le temps, et de trouver des nouvelles solutions. Le hasard est créatif de nouvelles solutions. C'est un exemple, dans le cadre de la théorie de l'évolution des espèces, de la sélection des espèces, de l'homme. Sans ça, il n'y en a pas. Les choses sont figées, il n'y a pas de mélange. Voilà, donc c'est capital. Le système biologique utilise ça. Dans notre cerveau, le système biologique aussi l'utilise. Il y a un côté positif à ça. Un côté positif, et pas un côté négatif, dans le cadre spécifique du système nerveux. Voilà, donc pour effacer l'ambiguïté sur
est-ce que ce bruit est positif ou est-ce qu'il est négatif? En général, il ne faut pas réfléchir dans ce cadre-là. Donc le système biologique y est adapté. Ça fait partie de son fonctionnement normal. Les réseaux de neurones qui déclenchent des potentiels d'action dans tous les sens, par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions, quand vous réfléchissez, quand vous prenez vos notes, quand vous m'écoutez, eh bien ces réseaux de neurones, leur fonctionnement est adapté à la présence de ce bruit. Totalement adapté. Si vous le supprimiez par magie, parce que techniquement c'est pas possible, mais si vous arriviez à construire une machine dans laquelle les fluctuations atomiques n'existent pas, votre système nerveux ne fonctionnerait pas. Il a besoin de ça aussi pour fonctionner. Il a totalement incorporé, depuis votre naissance, depuis l'embryon jusqu'à aujourd'hui, votre système nerveux s'est développé en présence de ça. En présence de ce. Mais il y a une situation, que j'avais évoquée l'an dernier, il y a une situation où, pas à l'échelle du neurone, mais à l'échelle du comportement, donc pas à l'échelle de la cellule, mais à l'échelle de ce que j'ai appelé le comportement global, donc l'échelle plus macroscopique de votre mouvement, vos actions dans le monde, donc le comportement dans son ensemble, à cette échelle-là, notre système sensorimoteur, notre système qui produit des actions, a développé des solutions pour limiter l'action de ces fluctuations au hasard et qu'elles n'influencent pas trop le comportement. Vous vous rappelez ce raisonnement et je l'ai évoqué la dernière fois avec un mot-clé. Quel était ce mot-clé? Quel est le mécanisme qui, à l'échelle du comportement, contrecarre les petites perturbations aléatoires? Résonance? Non, pas la résonance. Pourquoi ce serait la résonance? On peut en parler. L'apprentissage? Alors l'apprentissage, oui, on va développer un peu, mais l'apprentissage, oui, l'apprentissage permet de s'adapter à peu près quand il marche à peu près à tout, il se passe ça. Je l'ai évoqué à la fin du cours, la fois dernière. Un concept qui trouve son origine en mathématiques et en physique. C'est pas résonance, mais c'est une propriété que notre comportement doit posséder, notamment, mais pas seulement, notamment pour contrecarrer ces influences aléatoires. Une propriété, on l'a vu l'an dernier. Ça commence par S. Non. Stabilité. Concept essentiel. Stabilité. Alors, résonance, c'est un cousin, mais deuxième, troisième. Stabilité. Alors, il y a plusieurs définitions de la stabilité. On l'a vu ça l'an dernier, hein? On l'a vu l'an dernier. Vous vous rappelez? La métaphore, le modèle physique de la stabilité pour vous donner une idée de ce que veut dire ce concept. Dans un vase, on met une bille en acier, on la lâche. Il y a la gravité, il y a le champ de gravité qui va emmener cette bille après plusieurs oscillations dans la position la plus basse possible dans le vase, c'est-à-dire la position avec le minimum d'énergie potentielle, la position la plus basse. Et si vous perturbez un peu cette bille et que vous attendez, elle va revenir dans cette position basse. Donc cette position basse est stable. Je perturbe, le système va réadopter la position initiale avant la perturbation. Si maintenant je retourne le vase et il est circulaire, c'est une sphère comme ça, je pose la bille en haut, ça pose parfaitement en haut, il n'y a pas de courant d'air, tout va bien, elle ne bouge pas. Mais je lui donne une petite pichenette, comme précédemment, elle ne va pas revenir en haut, elle va tomber. Cette position-là est un équilibre, il n'est pas stable. Hein, il ne va pas être réadopté après une perturbation. Vous vous rappelez de ce concept? Alors, il y a plusieurs définitions de stabilité, on ne va pas rentrer là-dedans. Des définitions qui se complètent.
qui ne sont pas incohérentes les unes par rapport aux autres, mais il y a différentes définitions. Mais on va rester juste avec ce concept-là, défini l'an dernier et réfléchi à l'instant. Si votre comportement, après apprentissage, après développement, si votre comportement, en gros, si vous voulez, les réseaux de neurones que vous avez développés dans votre système nerveux, enfant ou adulte, au service de votre comportement, quel qu'il soit, se brosser les dents, faire du café, faire du tennis, faire du rugby, que sais-je, écrire, prendre des notes. Bon, si cet apprentissage a amené des réseaux de neurones dont le fonctionnement permet un comportement stable, alors ce comportement ne va pas être détruit immédiatement par la moindre perturbation. C'est une propriété fondamentale qu'on a pourtant oubliée pendant des décennies en neurosciences. Parce que les biologistes ne réfléchissent pas forcément en termes spontanément, c'était pas forcément une tradition, de réfléchir en termes de stabilité. À la différence des mathématiciens et des physiciens, pour lesquels c'est une tradition complètement naturelle depuis plus d'un siècle. Mais si donc vous n'avez pas cette propriété de stabilité de vos réseaux, vous comprenez que si vous commencez à marcher, et c'est flagrant avec la marche, si vous commencez à marcher, vous allez tomber quelque part. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant qui commence à se mettre debout? Il commence à quitter la position quadrupède, casse-pattes, il se met debout, boum, il tombe. Dans son système nerveux, le réseau très compliqué, très riche qui lui permet de marcher, ne lui permet pas encore de stabiliser la marche. Donc il tombe. Il apprend une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, et puis il commence à posséder une stabilité. Et puis il s'accroche les pieds dans le tapis, et c'est une perturbation mécanique trop forte. Son système n'est pas encore assez stable pour permettre de compenser ça, il tombe. Les mécanismes qui sont impliqués là, ils sont compliqués. Ouais, ils sont compliqués. Hein. C'est plus compliqué qu'une bille qui va se mettre dans la position basse dans un vase. Hein, c'est autre chose que ça. C'est plus riche. On pourrait se dire, qu'est-ce qui est partie prenante dans ce que l'enfant est en train de faire? Hein? Il est en train de percevoir, il inonde son système nerveux d'informations sensorielles, par son système visuel, il voit l'environnement qui bouge, en plus avec son nez, comme on l'a vu la dernière fois, dans l'environnement. Il a des informations proprioceptives, le mouvement des yeux, le mouvement de la tête, le mouvement du buste. Il a des informations tactiles sous les pieds, la pointe des pieds sans les pressions, un peu à l'avant, un peu à l'arrière, un peu sur le côté. Il a son système vestibulaire qui lui donne des informations sur les translations et les rotations de la tête, etc., etc. Donc il inonde son système nerveux d'entrée sensorielle, et en même temps il se met à coordonner les mouvements de ces différents effecteurs pour maintenir son équilibre. Les jambes, le buste, les bras, la tête. Voilà, donc il fait tout ça. Et il structure tout ça par essai-erreur, il apprend. Hein? Enfin, développement, apprentissage, c'est même pas des cousins, c'est des frères et sœurs. Des jumeaux. Le développement, en quelque sorte, c'est un apprentissage avec des propriétés biologiques qui changent en fonction du temps. De grandir, de grandir. Donc il est en train de structurer tout ça. Donc c'est compliqué ce qui est en train de se passer, mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de stabiliser les bonnes solutions. Il les cherche, hein, par essai-erreur, il les cherche, il limite, il voit à côté de lui quelqu'un qui marche, ou un enfant qui marche, sa grande sœur, hein, son grand frère. Il limite, et il cherche les solutions, il essaie de les répéter, et les solutions qui marchent, il essaie de les répéter, et il renforce les réseaux de neurones qui lui permettent d'avoir des solutions qui marchent. Et il est en train de stabiliser le fonctionnement de ces réseaux de neurones qui lui permettent d'avoir un comportement stable. Tous les réseaux de neurones qui lui permettent d'avoir un comportement, mais ce comportement n'est pas stable, il ne va pas les garder en mémoire, ils ne servent à rien ces comportements-là. S'il a fait un essai où il avait un truc qui ressemblait à la marche, mais qui était instable, la mémoire va l'effacer. Pas reproduire ça, pas bon. Reproduire si et seulement si le comportement que tu me permets de produire est stable, il résiste. Sinon, élimine la solution, on passe à la suivante, teste un autre réseau de neurones. Le critère, c'est
il me faut de la marche stable. Donc il faut que je trouve les bonnes entrées sensorielles et les bons comportements musculaires de coordination des membres qui permettent d'avoir une marche stable. Si la marche n'est pas stable, tu vas te retrouver par terre tout le temps. Donc ça ne sert à rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'il suffit que tu lèves pas trop le pied, ça va frotter dans la moquette, c'est une perturbation. Si ta marche n'est pas stable, tu vas tomber. Si tu touches un peu un meuble, parce que tu n'as pas bien évité en le contournant, il fait une perturbation mécanique, tu tapes un peu dans le meuble. Si ta marche n'est pas stable, tu tombes. Si tu marches dans la rue et que tu croises quelqu'un qui t'évite un peu, que tu évites un peu, mais pas complètement, pas aux épaules se touchent un peu, si ta marche n'est pas stable, tu tombes. Voilà. Et on peut construire plein d'objets comme ça, dont l'équilibre n'est pas stable. Hein? Vous posez un bout de bois rectangulaire sur le sol, il suffit qu'il ait une surface à peu près suffisante. Il n'y a pas de vent dans la pièce, il va tenir debout, mais il suffit de le pousser un petit peu, il tombe. Voilà, des objets mécaniques comme ça, il peut y en avoir plein. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Donc il faut être stable. Voilà. Donc ça, j'en avais parlé l'an dernier. Ça, c'est fondamental. Et une des conséquences de cette stabilité, c'est de résister à ça. C'est de résister à ça. Une grosse partie des perturbations aléatoires au niveau microscopique, elles sont écrasées par la stabilité du fonctionnement intégré de votre système nerveux, de son fonctionnement d'ensemble qui permet de produire le comportement adapté. Avec mon exemple, la marche. Qu'est-ce qui combat les petites perturbations, toutes petites, à l'échelle cellulaire? Qu'est-ce qui le combat à l'échelle macro? La stabilité. La stabilité de quoi? La stabilité des réseaux de neurones qui ont été construits par le développement et l'apprentissage, qui permettent de mettre ensemble la perception et le mouvement pour produire une coordination. Ah, je répète les trucs que vous l'an dernier d'autre manière, je le répète encore plus. Voilà, ça c'est une vision d'ensemble. Donc, je résume, pour qu'il n'y ait pas de confusion. D'une part, je vais reprendre dans l'ordre dans lequel je l'ai abordé aujourd'hui. D'une part, ces aspects aléatoires, le système biologique au niveau cellulaire s'est développé avec, il vit avec, et ça fait partie de sa nature, son environnement naturel. Hein, une cellule dans un milieu, au milieu de l'eau, une solution aqueuse, dans le corps humain qui est essentiellement composé d'eau. Cette cellule, elle vit, elle se développe, elle s'entretient, elle exprime des protéines pour s'entretenir et survivre, et tout ça soumis en permanence à un désordre à l'échelle atomique. Mais pour la cellule, c'est son environnement naturel. Depuis qu'elle est née, la cellule. Plus fort que ça, depuis l'origine des premières bactéries sur Terre, il y a toujours eu de l'agitation atomique. Donc toutes les cellules du vivant, depuis le début de l'histoire du vivant sur notre planète, toutes ces cellules ont été soumises à ça. Ça fait partie de l'environnement naturel. Elles se sont développées avec ça. Et on peut même se poser la question, si on enlevait ça, qu'est-ce qui se serait passé dans l'évolution des espèces, et à notre échelle à nous, notre temps à nous, si on enlevait les processus aléatoires, est-ce que notre système nerveux marcherait bien? La réponse c'est, il n'y aurait pas eu d'évolution des espèces parce qu'il faut du hasard, notre système nerveux ne marcherait pas. C'est intrinsèque, notre système nerveux même, dans certains cas de figure, bénéficie très largement de ça. Ça lui facilite, dans plein de cas de figure, ça lui facilite la vie. Ça c'est à l'échelle cellulaire. Maintenant, à l'échelle de notre comportement, il y a une propriété de notre comportement qui est absolument nécessaire pour que notre comportement soit efficace, c'est la stabilité. Qu'est-ce qui assure cette stabilité? C'est les bonnes relations perception-mouvement qui sont produites par quoi?
des réseaux de neurones. Forcément, dans le système nerveux, il n'y a que des réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, il a fallu qu'ils soient constitués par le développement et l'apprentissage. Donc, réseau de neurones se développe, permettent de bonnes relations de perception-mouvement, qui permettent un comportement stable. Parce que sinon, le moindre écart de comportement, la moindre perturbation mécanique, le moindre changement de situation, vous tombez, par exemple, avec la marche. Vous loupez la passe, vous loupez attraper la passe, vous loupez la planche, vous loupez la prise d'escalade, ce que vous voulez. Ça, c'est à l'échelle macro. Cette propriété de stabilité, elle a comme effet secondaire, si vous voulez, à l'échelle de votre comportement, d'écraser ces fluctuations. Et les écraser. C'est une des propriétés de la stabilité. Une métaphore mécanique, un modèle mécanique, imaginez une barre à la verticale, posée sur un axe. Vous avez un axe, un support horizontal, vous avez un axe de rotation, et vous attachez une barre. Donc elle peut tomber d'un côté ou tomber de l'autre. Vous mettez à gauche et à droite de cette barre deux ressorts. Deux ressorts. Donc vous attachez un ressort ici, un peu le support là-bas, un ressort ici, un peu le support là-bas. Si les ressorts sont mous, s'ils ne sont pas très forts, si la barre est ici et que vous la faites vibrer doucement, avec les ressorts qui ne sont pas très forts à gauche et à droite, la barre va fluctuer à gauche et à droite. Si maintenant vous mettez des ressorts, je vais dire, des ressorts très durs à gauche et à droite, vous faites bouger, vous faites vibrer le support, la barre ne va pas osciller à gauche et à droite, elle va rester droite. Dans ce deuxième cas de figure, que font les ressorts? Ils contrecarrent les vibrations que vous mettez dans la barre, dans le support. Vous contrecarrent. Et si vous ramollissez vos ressorts, eh bien, cette action de contrecarrer les vibrations que je mets dans le support va diminuer. Elle va être moins efficace. Donc des ressorts plus durs vont introduire plus d'instabilité dans ce cas de figure, dans mon exemple. C'est une autre façon de voir. Je contrecarre, je fais vibrer, je contrecarre. Il y a d'autres aspects encore, hein. Mais bon, on va s'arrêter avec ces notions-là. Il y en a quelques-uns qui me parlent dans l'amphi que j'ai bien repéré, et sachez que je ne trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Qu'est-ce que ça veut dire, je trouve pas ça normal? Ça veut dire que je peux vous foutre dehors assez rapidement. Un, et deux, je peux vous foutre dehors en réclamant une sanction. Parce que c'est pas normal de parler dans l'amphi que je vous entende ici. Pas normal du tout. Et quand je dis pas normal, je reste poli, parce que quand j'y réfléchis une seconde, je me dis c'est quand même hallucinant. C'est un manque de respect pour l'ensemble des humains ici, mais ça c'est leur problème, je ne suis pas là pour les défendre, mais c'est un manque de respect pour moi. Et là, moi, je suis là pour me défendre. Voilà. Et moi, la seule chose qu'entraîne un manque de respect en mon rencontre, c'est un manque de respect symétrique. Que les choses soient très claires. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. J'applique le même traitement. C'est fini, il n'y a plus de prof, il n'y a plus d'élèves, vous êtes des adultes, je suis un adulte, tu ne me respectes pas. Boum. Il n'y a plus de respect. Sachez-le, avec moi, ce sera toujours comme ça. Quelqu'un qui viole cette règle de respect, j'ai beaucoup de mal à vous dire. Quand c'est un adulte, un enfant, c'est pas pareil. Mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Donc sachez-le. Hein, bien sûr, vous communiquez en amphi, mais je ne dois pas vous entendre là. Moi, je suis en train d'essayer de faire un coup, hein, pour d'autres. Ok. Alors, on va faire un passage assez bref, parce que c'est pas le plus important pour nous, mais bon, on essaie d'avoir un petit peu de culture. Un passage un peu historique. On va avoir quelques éléments historiques, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas un spécialiste du tout de l'histoire de la biologie, ni de l'histoire des neurosciences. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, mais c'est pas mon cas. Mais on va voir quand même quelques éléments. Donc dans le passé,
dans le passé des neurosciences, il y a quelque chose qui était important, qui s'est passé au niveau de la Renaissance. À la Renaissance, d'un point de vue historique, je ne sais pas si vous l'avez vu en lycée collège, il y a eu un bourgeonnement des travaux de recherche en Europe, essentiellement, pour ce que j'en sais. J'ai une connaissance vraiment très parcellaire de ce qui s'est passé dans le reste du monde, je suis désolé. Peut-être que vous pourriez compléter. Moi, je suis assez ignorant de ça. Ce qui s'est passé en Asie, ce qui s'est passé en Amérique du Sud, ce qui s'est passé en Afrique, à la même époque, en Océanie. J'ai très peu de connaissances sur le sujet. Je peux vous parler un petit peu de l'Europe. Donc, en Europe, il y a eu la Renaissance, et pendant la Renaissance, on a encouragé, il y a eu une espèce de libération de la recherche sur le corps humain, qui était interdite par l'Église, qui était un tabou, enfin bon. Et dans ces travaux, il y a eu une étude du système nerveux. Donc c'était essentiellement une étude anatomique, on ne peut pas faire énormément d'autres choses. Et puis un nom qui revient souvent, c'était des algues. Les algues qui a étudié à peu près tous les aspects de l'anatomie. Alors on peut retrouver des planches très anciennes comme ça, où en fait, à partir d'une étude anatomique sur les cadavres, les gens essayaient de décortiquer les nerfs, de les identifier, de les cartographier. Beaucoup plus tard, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important en neurosciences, dans l'étude, on va dire, des fonctions du système nerveux, si vous préférez l'étude du cerveau. Il y a eu l'apparition d'une école de pensée qui a eu une influence colossale. Et cette école de pensée, il y avait des grands noms, comme Broca, Google, il y en a eu d'autres. Elle est devenue totalement dominante, elle n'avait pas de concurrence quasiment pas de concurrence pendant des décennies, et aujourd'hui encore, elle est très influente. Une partie de ces préceptes peuvent être remis en cause aujourd'hui, et une partie résiste à la critique et à l'analyse, et reste des bases solides pour fonder une théorie du système nerveux, pour comprendre le système nerveux. Alors qu'est-ce que c'était cette histoire? C'était rechercher la localisation des fonctions. Cette hypothèse, cette théorie, qui était que dans le système nerveux, il y avait des endroits où on allait trouver telle fonction et d'autres endroits où on allait trouver telle autre fonction. Les mains, c'est là, l'espace, c'est là, la parole, c'est là, la musique, c'est ici, le salto horaire, c'est là, en dessous, juste à gauche. Voilà. Donc une localisation. Donc on retrouve dans les manuels ces images-là où les chercheurs de l'époque essayaient de trouver dans quel endroit se situait quelle fonction. Alors, ça se comprend très naturellement parce que, c'est un peu notre façon de penser. Quand on fait l'anatomie, on voit ce système nerveux qui a une certaine étendue et on essaie de cartographier. Cartographier, c'est des choses qu'on a fait depuis des siècles, donc des millénaires, et donc on essaie de cartographier. Et donc on continue à réfléchir de cette manière-là, et on cartographie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que assez vite, les chercheurs, les scientifiques, très tôt au 19e siècle, qui travaillaient là-dessus, une grosse partie d'entre eux, c'était des médecins. Il n'y avait pas de savants qui travaillaient sur le système nerveux qui n'étaient pas médecins, ça n'existait pas. C'était vraiment, ça faisait partie, c'était une entreprise théorique-pratique. La médecine, c'est en large partie une pratique. Eh bien, les savants étaient à la fois des praticiens qui soignaient les gens et des chercheurs qui essayaient de mieux comprendre. Il y avait deux casquettes. Donc les gens qui travaillaient sur le système nerveux, c'était des médecins. Et c'était quoi comme médecins? C'était des chirurgiens, la plupart du temps. Donc il y avait quelqu'un qui venait à l'hôpital, qui avait reçu une poutre sur la tête, et on essayait de le sauver. Par exemple. Ou quelqu'un qui avait visiblement des troubles qui n'étaient pas ni dans le bras, ni dans le cou, ni dans le ventre, qui se situent au niveau de la tête, des troubles nerveux, avec des symptômes de comportement très particuliers.
particulier, on l'a mené à l'hôpital, et puis ça tombait dans les mains des chirurgiens, des neurochirurgiens, c'était pas forcément comme ça à l'époque, et qui essayaient de comprendre ce qui arrivait. Donc c'était des médecins. Et à quoi ils avaient accès, les médecins? À quoi ils avaient accès pour essayer de comprendre le système nerveux? Ils n'avaient pas accès à grand-chose. Il n'y avait pas de technologie au XIXe siècle comme aujourd'hui pour faire des images, entre guillemets, du cerveau, des mesures du cerveau. On n'avait rien de tout ça. Et aujourd'hui encore, une des grandes limites de l'étude des neurosciences, ce sont les outils pour faire des mesures. Ils sont encore très, très limités. Donc au XIXe siècle, alors, c'était une catastrophe. À quoi ils avaient accès? Si vous voulez, à quelles données scientifiques ils avaient accès? Eh bien, ils avaient des symptômes, des comportements qu'on pouvait classer comme anormaux, la moitié du corps paralysé, le bas du corps paralysé, des crises d'épilepsie avec quelqu'un qui se roule par terre en se mordant la langue. Voilà, des symptômes, des comportements symptomatiques anormaux par rapport à des comportements qui permettent d'avoir une vie tout à fait simple et adaptée, simple entre guillemets, on ne pourrait faire un seul endroit compliqué. Ils avaient accès donc à ces comportements visibles, ces symptômes, et ensuite, éventuellement post-mortem, ou si c'était pendant une opération, ils avaient accès à l'anatomie du système nerveux, au moins une partie de l'anatomie. Voilà les deux choses à laquelle ils avaient accès. Donc imaginez quelqu'un qui a la partie gauche du corps qui est paralysé, puis qui meurt, qui a été en partie suivi à l'hôpital, puis qui décède, et on fait une autopsie. On ouvre le crâne et on regarde. Et là, on voit que c'est la partie droite, la partie gauche qui est paralysée, et on voit que c'est la partie droite qui est lésée. On se rend compte que le tissu nerveux, il n'a pas la tête ordinaire. On le voit les nuls. Il y a une partie des zones du cortex droit, donc contralatéral, du côté opposé, qui sont détruites. Conclusion, avec la logique d'un cartographe. Côté gauche paralysé, côté droit lésé. Tout ce qui gère le côté gauche est situé du côté droit. C'est assez naturel de penser comme ça. Si j'esquinte le côté droit, qu'est-ce qui va dysfonctionner? Le côté gauche. Donc, le côté droit contrôle le côté gauche. Conclusion. C'est intuitif. C'est naturel de penser comme ça. Surtout à cette époque. Maintenant, on sait aujourd'hui que c'est quand même plus compliqué que ça. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui a été la base de la recherche en neurosciences avant l'avènement des techniques d'imagerie cérébrale, et encore, ça n'a pas solutionné tous les problèmes, et avant plusieurs révolutions dans la façon de penser dans le système nerveux. On associe un endroit à un symptôme, une pathologie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a en fait accès à rien d'autre. Donc, on construit une théorie qui est cohérente avec ce qu'on a sous la main. Alors, c'est valable pour la parole, c'est valable pour la musique, autre chose. Quelqu'un qui a une lésion quelque part et qui a perdu la parole, on s'est dit quoi? La gestion de la parole, elle était dans cette zone-là. Conclusion. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Et en plus, ils ne voyaient pas qu'une personne comme ça. Ils voyaient une personne, deux personnes, trois personnes pendant toute leur carrière. Ils discutaient avec leurs copains italiens, leurs collègues allemands, et ils leur disaient oui, la même chose. Oui, moi, chaque fois, quand il y a une lésion à tel endroit, la personne n'arrive plus à parler. Ça confirme des observations, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes, donc c'est invariant, c'est quelque chose de général, c'est quelque chose d'universel. La zone de la parole est à tel endroit. Ce qu'on appelle la zone de Broca. L'aire de Broca. C'est le découvreur de l'aire de Broca qui a été longtemps identifié comme étant l'aire permettant la parole, le siège de la parole. La zone particulière du cerveau dans laquelle est gérée la parole. C'est l'aire de Broca. Donc voilà comment les gens pensaient. C'est le localisationnisme. C'est le localisationnisme.
ils n'avaient pas vraiment le choix, même s'il y avait quand même des penseurs qui se disaient, des chercheurs, des savants, fin 19e, début 20e, ils se disaient, mais c'est quand même, c'est peut-être un peu simpliste, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Quand on regarde le tissu nerveux, même post-mortem, ou sur un animal, c'est tellement intriqué, c'est tellement compliqué cette affaire-là, que peut-être que c'est un petit peu plus subtil que juste une fonction, une zone, une fonction, une zone, une fonction, une zone. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a découvert par rapport à ça, et j'en reste à cette notion de localisationnisme, où on en est aujourd'hui? Alors le localisationnisme, on ne l'a pas complètement jeté à la poubelle, loin de là. Loin de là. On sait qu'il y a des fonctions qui sont essentiellement gérées, il faut prendre des pincettes, essentiellement gérées dans certaines zones. Donc il y a une part de localisation. Aujourd'hui, la vision actuelle, c'est ça. Oui, il y a de la localisation. Mais, on a compris que le système nerveux fonctionnait en réseau. On y reviendra, ça j'avais déjà parlé, en réseau. Qu'est-ce que ça veut dire, le réseau? Le réseau, ça veut dire que l'activité, elle est distribuée. Elle n'est pas localisée uniquement à un endroit. Elle est distribuée. À partir du moment où vous réfléchissez en termes de réseau, eh bien, c'est plus difficile de conclure qu'une lésion dans telle zone veut dire que nécessairement la fonction était dans telle zone. Et uniquement dans cette zone-là. Alors que le réseau se propage ailleurs. Ma métaphore, pour rendre ça un peu plus clair, c'est une métaphore qu'à peu près tout le monde comprend. Réfléchissez, pensez à une équipe de sport, ou une équipe au travail, ou une équipe de copains, ou une famille. Bon, pensez à une équipe de sport. Un des joueurs, le match se passe très bien, il y a un des joueurs qui se blesse. La défense commence à dysfonctionner. Conclusion localisationniste. La défense, c'était ce joueur. Faux. La défense, c'est les interactions entre toute l'équipe qui se met en situation de défense. Et il y a le joueur qui se blesse, ça affecte la défense, mais c'était pas que lui, la défense. La défense a été partagée par toutes les actions de l'équipe. Alors peut-être que lui était très important dans la défense. C'est possible. Mais en tout cas, il n'a jamais été seul à défendre. Sinon, ils ont fait 50-0 en 5 minutes. Vous voyez, donc ça, c'est la différence entre réfléchir en localisationnisme pur ou réseau. Pensez métaphore d'équipe. Donc, quand il voyait une lésion quelque part, et qu'il ne voyait que cette lésion, et qu'il concluait, c'est dans cette zone-là qu'était gérée la fonction qui a disparu. Et il se trompait. Parce que cette zone-là était en interaction en réseau avec d'autres zones, ça a peut-être été la seule biologiquement qui a été perturbée, mais c'est tout le réseau qui a été perturbé, parce qu'elle a été détruite. Donc on ne peut pas conclure que c'était elle qui assumait 100% du boulot, puisqu'elle était connectée à tel autre, tel autre, tel autre, tel autre, tel autre, de façon distribuée comme une équipe, comme entre joueurs. Donc la conclusion ne tient pas la route. Par contre, il peut y avoir dans un réseau un maillon faible, ou un maillon qui, s'il est lésé, alors le réseau marche très très mal. Donc tous les joueurs dans l'équipe n'assument pas le même rôle, tout le monde n'est pas aussi important. Il y a des joueurs qui sont plus importants que d'autres pour telle action ou pour telle autre, ou pour telle équipe ou pour telle autre. Il y a des joueurs clés dans une équipe. Bon, mais ça vaut aussi pour les réseaux dans le cerveau. Il y a des zones au sein d'un réseau, il y a des zones qui sont plus importantes que les autres. Et si c'est celles-là qui sont lésées, alors il y a de fortes chances que ça déconne sérieusement. Les zones les plus importantes, ça rentrait dans le détail. Mais de façon très intuitive, vous allez me dire, une zone qui est importante, c'est peut-être une zone qui est très connectée aux autres, qui communique beaucoup avec les autres. En termes de réseau, et en informatique, on appelle ça, maintenant c'est un peu passé
dans le langage courant, un hub. Un nœud de réseau particulièrement important, un carrefour particulièrement important qui reçoit beaucoup d'informations de beaucoup de zones du réseau et qui en envoie beaucoup à beaucoup de zones du réseau. Un centre, un carrefour très important dans le réseau. S'il y a une aire qui assume ce rôle-là, alors on peut se dire, celle-là, si elle est lésée, le réseau aura du mal à fonctionner. C'est un premier raisonnement assez intuitif qui marche pas trop mal. Aujourd'hui, avec les connaissances actuelles sur le fonctionnement et les mécanismes de réseau, ça marche pas trop mal. C'est pas vrai dans tous les cas et c'est largement insuffisant. Mais c'est déjà important. Dans une équipe, ce serait par exemple, je ne sais pas, dans certains sports, en défense, il y a des leaders de la défense. En rugby, il y a des leaders de la défense. Si ce joueur-là, il sort et il est remplacé par quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences de piloter le comportement de ses copains de la défense, alors la défense va être en difficulté. Parce qu'il avait un rôle particulier. Il communiquait beaucoup avec les autres. Il prenait de l'information sur les autres, donc il recevait de l'information des autres, et il en donne. C'est un hub. C'est un centre de traitement d'information. Lui, vous l'enlevez, il y a des chances que ça fonctionne moins. C'est vrai aussi pour un système nerveux. Vous mettez 5 aires, il y en a une qui est au milieu et qui reçoit toutes les informations des autres et qui rebalance des informations. Vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans ces informations, c'est des potentiels d'actions, mais vous observez ça avec des méthodes d'imagerie cérébrale, des scanners, des IRM ou autre chose. Et bien cette zone-là, vous avez de fortes chances pour que si elle est lésée, le réseau entier dysfonctionne. Voilà. C'est pas suffisant, mais ça c'est un des raisonnements qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, avec les techniques d'imagerie cérébrale, on est capable, avec une certaine précision, c'est pas une précision parfaite, il y a toujours un peu une erreur, mais on est quand même capable d'identifier une bonne partie des réseaux d'intégration entre les aires. Ce qu'on n'était pas du tout capable de faire au XIXe siècle. Aujourd'hui, on est capable d'identifier des réseaux. Telle aire interagit avec telle autre quand je fais du sport, telle aire agit avec telle autre quand je fais des maths. Telle aire interagit avec telle autre quand j'écoute de la musique, telle aire agit avec telle autre quand je goûte un plat au restaurant. Donc aujourd'hui, avec des techniques d'imagerie cérébrale, des scanners ou autre chose, on est capable de rentrer dans les réseaux de neurones et de les identifier. Donc voilà, on a fait un grand saut par rapport à la localisation. Deuxième degré. Mais cette localisation, ça a vraiment été important et ça reste une école de pensée très influente en neurosciences. On ne peut pas, je le disais, on ne peut pas tout jeter du tout. Pourquoi? Parce que le système nerveux, c'est pas parce que c'est des réseaux que tout est dans le tout et son contraire. Il y a des aires qui sont quand même, des réseaux qui sont plutôt localisés à gauche, plutôt localisés à droite, plutôt localisés à arrière, plutôt localisés en frontal, plutôt en occipital. On va voir les différentes zones du cerveau. Donc il y a toujours de la localisation. Et pour reprendre mon exemple, main gauche, main droite, si je suis lésé à droite dans les aires sensorimotrices, les aires motrices primaires et autres, c'est le côté gauche qui va être paralysé. Essentiellement. Mais quand je bouge le côté gauche, les neurones qui sont actifs ne sont pas exclusivement des neurones situés à droite, du côté contralatéral, il y a aussi des neurones situés à gauche. On les a négligés longtemps, parfois on ne les a pas vus avec les techniques d'imagerie cérébrale, mais il y a les deux parties du cerveau qui sont actives, même si c'est essentiellement le côté contralatéral qui est actif. Essentiellement, c'est-à-dire le côté opposé, mais pas exclusivement. Il y a aussi des neurones du même côté, on appelle ça le côté ipsilatéral, du même côté. Même pour cet exemple, gauche, droite. Donc il y a une nuance entre totalement à gauche, totalement à droite, ou essentiellement à gauche, mais une partie aussi à droite. Alors, un autre aspect important, c'est la découverte du rôle des activités électriques dans le système nerveux. Donc ça, on s'en est rendu compte assez tôt,
Et on s'en est rendu compte au départ à partir de l'activité musculaire. Donc les découvreurs de ça, vous voyez, par exemple Galvani, qui a découvert ça. Galvani, dans le bâtiment d'à côté, il y avait des gens qui découvraient les batteries, qui inventaient les batteries. On découvrait les lois de l'électricité. C'est marrant, ça se faisait d'un point de vue de l'histoire des sciences. On découvrait que l'électricité existait. On avait vu des éclairs dans le ciel, on ne savait pas ce que c'était. Et puis il y a des gens qui ont commencé à inventer des objets qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des batteries, et ils commençaient à comprendre ce qui se passait avec des batteries. Et puis le laboratoire d'à côté, le mec qui travaillait sur les lapins, et son pote à midi lui parle de ses batteries, et un jour il lui dit amène une de tes batteries dans mon labo de lapin, on va voir ce qu'on peut faire. Le gars il prend la batterie, pour le plus, pour le moins, il met sur le muscle se contracte. Ben, c'est pas passé exactement comme ça, c'est un peu l'idée quoi. Ça, ils ne savaient pas où ils allaient. Hein. Ils ne savaient pas qu'il y avait des potentiels d'action, ils ne savaient pas qu'il y avait des cellules, ils ne savaient même pas qu'il y avait des cellules, il n'y a pas de théorie de la cellule. Ne parlons pas de l'ADN, du gène, tout ça, il y a des synapses. Rien. Rien. On avait juste une loupe un peu puissante, même pas de vrai microscope. Hein. Donc il branche la batterie sur le muscle se contracte, on découvre l'électricité, les physiciens, on se rend compte que c'est un rôle dans le système nerveux. Donc il y a de l'électricité qui a un rôle à jouer important dans le système nerveux. Donc voilà des planches, hein, vous voyez les dates, hein, ça date pas d'hier, 18e siècle. Donc quelques planches d'époque, on travaille sur les lapins, on travaille sur des grenouilles, position relâchée, position contractée, bon, et puis on fait tout un tas de sortes d'expériences. Et puis au 19e siècle, il y a une autre révolution, la découverte du fonctionnement électrique. Il y a une autre découverte, c'est la découverte des cellules. Alors, il y a des gens qui ont mis au point des techniques de coloration pour identifier, faire ressortir, faire contraster des cellules dans des tranches de tissu biologique. Et puis, il y a Santiago Ramón Cajal, qui a utilisé ces techniques pour identifier les composants du système nerveux et donc pour la première fois voir des neurones. Et là on se dit, ah tiens, le système nerveux c'est pas un tissu continu, parce qu'à l'œil nu, rien du tout, hein. Que dalle. Donc c'est composé de grains, et ces grains ce sont des cellules. Et dans le cas du système nerveux, ces cellules ce sont des neurones. Vous savez, on ne le voyait pas, on l'a vu, lui non. Une autre référence ici, un peu plus tard, là j'avance un peu un pas de géant. Une autre référence, c'est quelqu'un qui s'appelait Brodmann, qui était neurologue. Donc qu'est-ce que c'est un neurologue? Ben, c'est un médecin qui travaille sur le système nerveux, hein, sur les gens cabossés, sur les gens qui ont tout un tas de troubles dans leur système nerveux, des accidents, des chocs, accidents de la route, ou alors pendant la guerre, qui prennent une balle, qui prennent des explosifs, ou des objets qui tombent, ou qui ont des infections dans le système nerveux, ou qui ont des tumeurs dans le système nerveux, des cancers, des choses comme ça. Donc tout cela palanqué, choc, infection, cancer, donc ils vont voir le neurologue. Et lui, il a poussé à son paroxysme la localisation. Et il a établi une cartographie, il a synthétisé toutes les données disponibles à son époque, les siennes et celles des autres, pour faire une cartographie très détaillée de la surface du cortex, la partie supérieure du système nerveux, on verra, et qu'on appelle aujourd'hui la cartographie de Brodmann ou les aires de Brodmann. Donc, si vous cherchez aires de Brodmann, vous allez voir toutes les aires de Brodmann qui couvrent l'ensemble du cortex. Il y en a une palanquée. Et ces aires de Brodmann, elles sont restées comme une façon de se repérer dans le cerveau pour les neurochirurgiens, pour les neurologues, pour les gens en neurosciences,
ça leur permet de se repérer, même s'il y a des réseaux, même s'ils savent qu'il y a des réseaux, ils utilisent quand même ça pour, comme système de repérage pour savoir de quoi on parle et à quel endroit. Donc les aires de Brodmann. Il y en a 30, 40, 50 aires de Brodmann. Alors à la suite des travaux initiaux très primaires de Galvani, mais fondamentaux, vous voyez au tournant du siècle, 19e et 20e siècle, il y a quelqu'un qui s'appelle Hans Berger, qui découvre une technique qui permet d'enregistrer à l'état vivant et sain l'activité du cerveau. Alors ça, c'est une révolution, parce que ça, on n'avait rien. On avait juste de l'anatomie pendant une opération ou post-mortem après le décès. C'est tout ce qu'on avait pour l'être humain. Un animal, pendant des siècles, on ne s'est pas gêné pour lui ouvrir le crâne, même quand l'animal n'était pas mort. Hein. Et on continue encore aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui, l'éthique sur la recherche animale a beaucoup changé, mais une grande partie des connaissances de neurosciences sont basées sur découpage des crânes d'animaux in vivo. Passons. Donc lui, il a inventé une technique qui permet de mesurer l'activité du cerveau, mais qui n'est pas létale, qui n'est pas invasive. Une technique non invasive. Cette technique, c'est resté, son nom, c'est resté l'électroencéphalogramme. Ah, j'ai plus de pile. C'est bien ça. Hein? Je vais prendre l'autre micro, ça va pas être aussi facile, mais ça va marcher. Donc ça, la technique qu'il a mis au point, c'est l'électroencéphalographie qui vous donne l'électroencéphalogramme. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Vous voyez un tracé en bas de l'image, vous voyez en haut en train de travailler, et vous voyez ce tracé en bas de l'image. Ce tracé, c'est un électroencéphalogramme, une mesure en temps réel de l'activité électrique d'une zone du cerveau. Alors, voilà, je vais y revenir. Donc voilà un exemple de machine qu'il avait dans son étude et dans son service. Tout ça, c'était lié forcément à l'hôpital, à son époque. Vous voyez en haut une personne avec le système, la photo est un peu floue, avec le système posé sur sa tête. Il y a une espèce de long stylo posé à sa tête, auquel sont attachés des fils. Donc à l'époque, à la technologie, on n'était pas à la technologie électronique embarquée et à la microélectronique, hein, des transistors, tout ça n'existait pas. Et en bas, vous avez une image de l'ensemble du système. Bon. En gros, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'équivalent d'un voltmètre. Vous avez peut-être utilisé des voltmètres, soit en bricolant, soit en cours de physique ou de techno. Un voltmètre mesure une différence de tension. Mesure une tension en volt. Ça fait deux fois. Donc la jeune fille en jaune, et le gars qui est à sa gauche et le gars qui est à sa droite. Le gars qui est à sa gauche avec le sweatman gris avec deux fils blancs, et le gars qui est à sa droite, il n'a pas de masque, et le gars qui est à sa droite, qui a son masque en bas. Ça fait deux fois que je vous représente. D'accord? Donc vous me cassez les couilles. Hein. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez sortir, et vite. Et j'attends. Et sans faire de bruit, s'il vous plaît. Et la prochaine fois, je vous envoie chez la doyenne. Il faudra une jolie lettre pour que je vous accepte en cours. Et l'an prochain, en L3, en président de jury, c'est sur moi que vous allez tomber.
Et je n'aurai aucune mansuétude. Une cartouche, 2. Ce n'est pas normal. Alors, essentiellement, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un voltmètre. Vous allez mesurer un pôle plus, un pôle moins, et vous mesurez une tension. J'en ai parlé de façon un peu informelle la dernière fois. Les potentiels électriques, ce sont des mécanismes électriques. Les mécanismes électriques, c'est des courants qu'on mesure en ampères, c'est-à-dire des charges qui se déplacent. C'est des volts, des champs électriques et donc des volts. Ça n'a rien de plus, rien de moins que le phénomène physique, ça a les mêmes propriétés, les mêmes mesures, les mêmes quantités physiques. Donc on mesure comme si on avait un voltmètre, sauf qu'il faut un voltmètre très sensible, très fin, très sensible. Parce que les courants électriques qui sont générés par votre cerveau sont très petits. Ils sont de l'ordre du microvolt. 10 puissance moins 6. Le millivolt, 1000, 10 puissance moins 3. Le microvolt, 10 puissance moins 6 volts. Donc c'est tout petit. Donc il faut une machine, un voltmètre, si vous voulez, est cher. Un voltmètre qui est difficile à construire soi-même. Et là, à cette époque-là, le voltmètre, il était grand comme ça, vous voyez. Aujourd'hui, les électroencéphalogrammes, ils sont grands quasiment comme, ils sont un peu plus grands que mon téléphone. Et voilà, certes, de bonne taille. Aujourd'hui, voilà, c'est à peu près les plus petits, ils ont cette taille-là. Les machines d'aujourd'hui, elles ont cette taille-là, pour vous donner un ordre d'idée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il s'agit d'amplificateurs. En électronique, ce dont on a besoin, c'est d'une bonne amplification. On mesure le courant qu'on veut mesurer est tout petit, il faut donc amplifier la mesure. Et pour ça, il faut utiliser une machinerie électronique qui s'appelle un amplificateur. Et certains, peut-être en physique, en terminale, vous avez vu des amplificateurs opérationnels, des choses comme ça, ou en première, j'en sais rien. Et aujourd'hui, ces amplificateurs, ils sont extrêmement miniaturisés et ils sont de très très bonne qualité. Ils sont très chers. Ils ont des métaux rares pour les faire fonctionner, etc. Bon, à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était des grosses machines. Donc essentiellement, il faut un amplificateur. Ce que mesure l'électroencéphalogramme. Donc je reviens à un cran arrière. Alors ça, aujourd'hui à l'hôpital, on fait ça, mais plus du tout avec les machines de l'époque de M. Berlier, on est avec les machines d'aujourd'hui. Vous avez un traumatisme crânien, il y a quelqu'un qui a reçu un choc sur la tête, les pompiers l'amènent à l'hôpital, vous avez sur un terrain de sport, vous avez un traumatisme crânien, on vous amène à l'hôpital, on va vous brancher quelques électrodes sur la tête, on va faire quelques tests, et ensuite on va éventuellement vous mettre dans le scanner. Alors soit on vous met tout de suite dans le scanner d'IRM, ce qu'on appelle l'IRM, on peut faire un IRM du genou, mais aussi on peut faire un IRM de la tête, pour voir s'il y a des lésions, s'il y a des blessures dans votre cerveau, des endroits où votre cerveau est lésé, c'est-à-dire des fibres qui sont cassées. On peut voir aussi s'il y a une hémorragie. Donc ça, c'est l'IRM qui permet de le faire. Mais on va aussi éventuellement faire d'électroencéphalogramme, puisque c'est pas cher et c'est rapide. Et on va voir si l'activité électrique de votre cerveau correspond à une activité normale ou pas. Par exemple, dans les écouteurs, on va vous mettre du son, on va vous envoyer une quarantaine de clics, clic, clic, clic. Pendant ce temps, on enregistre l'activité électrique de votre cerveau. Et quand on analyse les résultats, à la réponse avec 40-50 clics, vous devriez avoir une réponse de votre cerveau qui est complètement standardisée et stéréotypée, toujours la même d'un individu à l'autre, un peu plus grande, un peu plus petite, mais qui est stéréotypée. Si cette forme qu'on doit obtenir en analysant les résultats, le champ électrique qu'on a mesuré, ne correspond pas au stéréotype, alors on va se dire qu'il y a un trouble, vite à l'IRM. Il y a un problème. C'est un exemple de test. Donc c'est utilisé de façon routine, pas que pour faire de la recherche, mais pour faire de la clinique. Alors, le potentiel qui est mesuré avec l'électroencéphalogramme, comment il est généré?
Eh bien, ce que vous allez mesurer, c'est éventuellement ça. Vous voyez? Donc, en fonction du temps, vous mettez une électrode à la surface du crâne. C'est pas exactement, hein, je triche un peu, hein, parce que ce qui est représenté là, vous voyez, il y a écrit potentiel de champ local en anglais. Local field potential. Alors, c'est pas exactement ce dont je suis en train de parler, mais c'est un cousin. Ça, c'est quand on plante l'électrode dans le crâne. Donc, on le fait vraiment dans des cas très particuliers. C'est par exemple quand il y a une épilepsie. Ou alors, on le fait sur l'animal. On ne le fait pas. C'est pas une technique non invasive, c'est une technique invasive. L'électroencéphalogramme dont je parle, c'est on pose l'électrode à la surface, on met un gel qui conduit le courant électrique, et vous sortez de l'étude, on a juste à vous champouiller la tête, vous êtes dépeigné, mais vous êtes comme vous êtes rentré, c'est non invasif. Hein? Donc je n'avais pas d'image aussi illustrative pour l'électroencéphalogramme non invasif, et je l'ai uniquement pour le champ de potentiel local qui lui est invasif. Lui, c'est une électrode qu'on plante, et on est un peu plus précis, on est un peu plus près des neurones, puisqu'on n'a pas à passer à travers, on n'a pas à mesurer à travers la peau l'os, le liquide céphalorachidien, différentes membranes, pour atteindre le neurone. Là, on va directement, on passe à travers tous ces tissus, on va mesurer dans le cortex. On plante une électrode dans le cortex. Encore une fois, ça, pour l'être humain, on le fait à titre exceptionnel. Pendant une opération, par exemple avec un épileptique, quelqu'un qui doit subir une opération pour se faire implanter des systèmes de sorte de pacemaker qui vont lui permettre de lutter contre les crises d'épilepsie, qui vont envoyer du courant dans une zone, on envoie dans le cerveau. Et pendant l'opération, éventuellement, on fait des mesures de potentiel, de champ potentiel de cette nature. Alors ça, c'est le courant électrique que vous mesurez avec votre électrode. Donc, ce champ électrique, c'est le résultat d'un réseau qui se situe à proximité de l'électrode. Hein, l'électrode, elle est énorme par rapport au neurone. Et vous vous rappelez que le tissu nerveux est dense, il est très très dense, c'est comme une forêt vierge, extrêmement dense. Vous plantez une électrode dedans, vous ne mesurez pas un seul neurone. Ça, c'est très difficile à faire. C'est possible de le faire, mais c'est très difficile. Là, vous mesurez plein de neurones à la fois. Ces neurones, tout autour de l'électrode, ils sont actifs ou ils ne sont pas actifs, mais ce que vous allez mesurer, c'est le résultat de l'activité collective de tous ces neurones. Il y en a un qui a un potentiel d'action, l'autre pas, l'autre oui, l'autre pas, et vous allez mesurer le résultat de toutes ces activités individuelles. Alors, ces activités individuelles, vous les avez représentées en haut, au-dessus. Toujours avec la même échelle de temps, et ça a été enregistré en même temps. Donc ça, c'est une étude qui a été très difficile à faire, donc qui a été réalisée. On plante une électrode assez grosse au milieu d'un champ, au milieu d'un réseau de neurones assez dense, et au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Les enregistrements avec des électrodes beaucoup plus petites qu'on a réussi à réaliser tout autour de la grosse électrode. Donc, on a mis la grosse électrode et tout autour, on a mis une toute petites électrodes qui, elles, allaient se planter directement dans les neurones individuels. D'accord? Donc, chaque point en haut représente la génération d'un potentiel d'action dans un neurone autour de la grosse électrode dont la mesure est représentée en bas. Quand il y a un point bleu, ça veut dire qu'un neurone a généré un potentiel d'action. Vous voyez que de façon simultanée, on a mesuré plusieurs dizaines de neurones. On l'a fait sur l'animal, on l'a fait sur l'humain. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez la grosse électrode, ce qu'elle mesure, elle monte, le voltage monte, puis le voltage diminue, il revient vers 0. On n'a pas l'échelle ici, mais là c'est le 0. Le voltage monte, puis il diminue, il monte, il diminue. Qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Mais ça correspond aux périodes dans lesquelles les neurones individuels déchargent des potentiels d'action. On a une raie avec beaucoup de potentiels d'action, puis une raie quasiment blanche, une raie de nouveau avec beaucoup de potentiels d'action, une raie blanche, etc. Et quand il y a la raie blanche, la grosse électrode ne mesure rien.
qu'il y a beaucoup de potentiel d'action tout autour de la neurone générée par tout le réseau de neurones, eh bien le champ électrique augmente. Ce que mesure notre électrode ici, c'est la somme, en quelque sorte. Un tout peu plus compliqué que ça, mais c'est essentiellement la somme de l'activité des neurones individuels. Donc, voilà ce que mesure l'électroencéphalogramme. Vous posez une électrode à la surface du crâne. Si, sous l'électrode, dans le réseau, il y a beaucoup de neurones qui sont actifs en même temps, de façon synchrone, alors votre électrode va vous dire « Ouh, il y a du courant électrique ». Si vos neurones dans le réseau en dessous sont de nouveau silencieux, ne font plus de potentiel d'action, le champ électrique que vous mesurez, ça ne mesure pas directement du courant électrique mais du champ électrique, va diminuer vers zéro. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ce que l'électroencéphalogramme mesure, c'est l'activité synchronisée, locale, à proximité de l'électrode, de dizaines, voire de centaines, voire de milliers de neurones. Une électrode mesure le résultat de l'activité collective locale à proximité de cette électrode de milliers ou de dizaines de milliers de neurones. Une métaphore pour comprendre ça, c'est imaginer ce micro qui mesure les bruits de la salle. Si vous vous mettez à parler tous en même temps, de façon rythmique, à faire un bruit, ou à frapper entre vos mains de façon rythmique et tous en même temps, le micro, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes 150 voire plus. Donc, il y a 150 sources de son. Le micro ne mesure qu'un son. Qu'est-ce que c'est ce son? Le son de la pièce ambiante. Donc la somme de tous ces sons. Si vous êtes synchronisé, le micro va effectivement mesurer bon, chaque fois que vous êtes synchronisé. Quand vous frappez dans vos mains. Et quand vous ne frappez pas dans vos mains, silence. Si vous n'êtes pas synchronisé, il va mesurer quelque chose. Si vous frappez dans vos mains de façon désorganisée, il va mesurer quelque chose, mais dans l'amplitude, le son en décibels sera beaucoup plus bas. Parce que quand il y en a un qui frappe, l'autre ne frappe pas dans ses mains, etc. C'est le même problème. C'est un problème de synchronisation des éléments qui donnent naissance à un champ collectif, une somme collective du son, et qui donne un son collectif plus fort. Et dans un stade, quand on se met à synchroniser nos encouragements, eh bien, ça fait beaucoup plus d'effet dans le stade. Ça s'accumule, ça s'additionne. Mais là, c'est un champ sonore. Ici, c'est un champ électrique. Voilà, c'est le même phénomène. Donc, c'est un phénomène hautement collectif qu'on mesure. Ce n'est pas un neurone, c'est un paquet de neurones. Et pour qu'on puisse mesurer quelque chose, ces neurones doivent être synchronisés. On a donc une limite. Si vous avez un réseau de neurones où les neurones ne sont pas synchronisés et que c'est le fonctionnement normal de ce réseau de neurones, alors l'électroencéphalogramme ne mesure rien. Il est aveugle, il est sourd. L'électroencéphalogramme ne peut mesurer que des activités synchrones de neurones. Et si l'activité normale de votre cerveau pour faire tel calcul ou pour générer telle pensée ou telle image mentale repose sur un fonctionnement des réseaux qui n'impose pas que les neurones dans ce réseau soient synchronisés, alors l'électroencéphalogramme ne mesure rien. Il ne va rien voir. Ce n'est pas assez fort. Il faudrait mesurer chaque neurone individuellement. Et il n'y a pas d'activité collective facile à mesurer. Ainsi, au lieu de frapper dans les mains pour faire le son le plus fort possible en frappant dans les mains de façon rythmique, si vous apprenez à, je ne sais pas moi, faire une espèce de code collectif où il y en a 2 ou 3 qui frappent d'une certaine manière, 3 ou 3 qui enchaînent de telle manière, et une espèce d'alphabet compliqué comme ça. Ce serait assez compliqué d'apprendre, mais possible, on peut l'imaginer. Bien, dans le micro,
on entendra pas grand-chose, ce sera pas très fort. Imaginez par-dessus, on rajoute du désordre, il faut passer à travers le mur, hein, la boîte crânienne, etc., etc. Il faut l'enregistrer de dehors, on n'enregistre rien. On met le micro dehors, on n'entend rien. On entend uniquement si vous frappez de façon rythmique et synchrone dans vos mains. C'est assez fort pour qu'on le mesure de dehors. La vibration de l'air va passer à travers le mur, on fait la résonance, et on pourra le mesurer de dehors. Voilà. Et là, c'est bien le problème. Bien, on a fini avec ce chapitre-là. Est-ce que vous avez des petites questions, justement? Non? Est-ce que vous avez des questions par rapport au TD? Oui. Envoyez. Genre, votre TD. Oui. Oui. Mais encore. Alors pourquoi c'est pas affiché? Parce qu'il me manque 3 intervenants pour le lundi. Donc le lundi soir, 18-20, il y a 4 groupes ES, si je ne m'abuse, peut-être. Et j'ai un intervenant. Donc j'ai 3 groupes ES le lundi soir. Pour le moment, je n'ai pas d'intervenant. Donc je n'ai pas envoyé tous mes créneaux. Tous les autres créneaux sont remplis. Et là, jusqu'à maintenant, je ne les ai pas trouvés. J'espère les trouver cette semaine, trouver une solution. Parce que je suis bloqué pour le moment. Parce qu'en même temps, la même semaine, on a des TD en L3 à la même heure. Donc voilà la raison pour laquelle l'UE32 s'est affiché et l'UE31, pour vous, vous n'avez pas les afficher. Ce sont les mêmes créneaux, hein. Sur le même créneau, mais j'ai encore d'autres problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois décoller. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au travail personnel? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'évaluation? Ça va pas être facile. C'est dommage parce que tout le monde peut en profiter. Parlez fort, haut et fort. Exact. J'ai indiqué par mail, alors j'espère que tout le monde est plus ou moins, sinon ça, que vous transmettez l'info si jamais il y en a qui ne sont pas sur la liste mail. Pas moi que c'était une liste mail, la liste mail, je vais récupérer. J'ai indiqué par mail de ne pas vous enflammer, parce qu'il y en a qui commencent à me dire ouais, moi je vais attaquer le TD2, etc., tous les textes, machin, pour prendre l'avance. Calmos, cette année, je vais changer une partie des textes. À partir du TD2. Donc, pas la peine de prendre de l'avance. Vous avez 15 jours pour faire vos résumés. Les textes pour le TD1 ne sont pas modifiés, mais à partir du TD1, ils vont être modifiés. Alors, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, comme ça, vous n'aurez pas besoin de demander aux 3e année de vous filer les résumés. C'est toujours embêtant d'aller demander, de gêner les gens, quoi. Alors moi je me suis dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de fraîcheur, de nouveauté dans ce monde de jeu. Hein? Je vois les bananes, là je me dis quand même, après 1 an, 2 ans avec les mêmes textes d'ordinaire, puis on va changer un peu tout ça, parce que finalement je pense qu'il va se passer des choses, c'est normal. Sauf pour certains qui sont Square. Mais non, mais là quand même, je crois qu'on s'est compris. Voilà. Bonne fin de journée. Bon courage. Et bravo. Par contre, quand tu vas aller à la BU chercher un texte qui n'est pas dans la liste,